Forte de ses 6000 km de littoral et de sa longue tradition maritime, la France est le leader mondial de l'industrie nautique. 45 000 emplois, un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros, dont 60% réalisés à l'exportation. À voile ou à moteur, mono ou multicoque, les bateaux Made in France sont passés de 30 000 dans les années 60 à plus de 1 million aujourd'hui. C'est l'utilisation de matériaux comme le polyester ou les résines, permettant de construire en grande série, qui a provoqué cette explosion. Mais depuis la crise financière de 2008 et la baisse de pouvoir d'achat des clients potentiels, les fabricants cherchent sans arrêt de nouvelles recettes pour assurer leur avenir. À La Rochelle, le port des Minimes est le plus grand port de plaisance d'Europe. Les 5000 bateaux y passent beaucoup plus de temps qu'en mer. Ils ne naviguent en moyenne qu'1 mois par an. Les plaisanciers n'hésitent pas à dépenser beaucoup d'argent pour des plaisirs parfois éphémères, mais ils sont très attachés à leurs biens qu'ils conservent en général pendant plus d'une dizaine d'années. Le petit chantier naval Hervé est le plus vieux de La Rochelle. Aujourd'hui, son patron, Alain Balzeau, perceuse en main, participe aux finitions de sa prochaine livraison. Le moment est important. Il ne fabrique que 1 ou 2 bateaux par an. On va mettre beaucoup de monde parce que c'est la fin et C'est voilà. la dernière ligne droite. Il va falloir c'est mettre un coup de cale dessous sous la virure. D'accord. Et puis une fois que ça c'est fini, on réattaque l'autre côté. Bah, si on arrive à tout finir pour ce soir, c'est parfait. D'accord. Lionel attaque les cales et je ponce avec Fabio. D'accord. Avec Boulot. Venu de Nantes, le client a dépensé plus de 300 000 € pour faire construire l'embarcation de ses rêves. Cerise sur le gâteau, il participe lui-même aux finitions. C'est pas un très gros chantier, c'est un petit chantier qui a la capacité de travailler avec des gens qui sont extrêmement polyvalents. Il n'y a pas besoin, comme dans un gros chantier, d'aller chercher des experts sur chaque domaine et de cadencer tout ça. Tout le monde est sur place, capable de faire différents types de travaux. Et puis c'est aussi des gens qui sont passionnés par leur métier. Tous les gens qui travaillent sur ce projet, que ce soit de la conception, de la simulation numérique, à l'architecture navale, à la fabrication, sont tous des gens passionnés qui ont envie de voir ce projet aboutir. Donc là, il y a un coup de main à donner. On est très heureux de venir donner un coup de main. De la conception à la mise à l'eau, tout est fabriqué sur place. En France, ces micro-entreprises sont près de 600, toutes réparties le long des côtes. Mais elles ne représentent que 2% seulement de l'activité de l'industrie nautique. Leur modèle économique est fragile. Une annulation de commande et l'artisan doit bien souvent fermer boutique. La plupart des employés sont recrutés en intérim. Le chantier Hervé, par exemple, ne compte que 9 salariés seulement. On n'est jamais en avance. Dans le nautisme, on n'est jamais en avance. C'est toujours à la fin. Il faut mettre plein de personnel parce que voilà, le temps passe tellement vite qu'on se laisse un peu piéger et on est plutôt un peu à la bourre quand même. Ouais. En fin de compte, un peu à la bourre. Mais ça va aller, ça va aller. Comme tout le monde s'y colle, ça va être très bien. Dans quelques jours, le grand hangar sera vide, jusqu'à la prochaine commande, pour de la fabrication ou de la restauration. À moins d'1 kilomètre de là, l'entreprise Fontaine-Pajot construit une dizaine de bateaux par mois. Créée il y a 30 ans par d'anciens champions de voile, elle ne fabrique que des catamarans. Plus facile à manœuvrer, plus sûr, et donc plus adapté à un public familial, ces embarcations à 2 coques coûtent en moyenne 500 000 €. Et près de 80% sont vendus hors des frontières européennes. Nous, on est aujourd'hui sur le segment du catamaran de plaisance. Et notre spécificité aujourd'hui, c'est qu'on essaye de travailler sur des bateaux qui offrent un maximum de plaisir et de confort en alliant la performance en navigation. Fontaine-Pajot a innové dans les procédés de fabrication et dans les matériaux utilisés. Les coques et les ponts sont faits d'un seul tenant, même pour les plus grands bateaux,
qui atteignent parfois 11 mètres de large et plus de 20 mètres de long. On attend un peu que ça se stabilise. Quand ça se stabilisera, on ouvrira l'autre, le dernier circuit. À La Rochelle, Fontaine-Pajot fabrique les plus grandes pièces en résine du monde. Les grues, les outils et les rails de transport, tout a été créé spécialement pour le chantier. Chaque pièce avance de son côté pour finalement se rejoindre à un moment du planning bien défini où il faut que tout soit cohérent et bouclé pour que l'assemblage puisse se faire dans des conditions optimales. Le moulage de la coque est le moment le plus sensible de la fabrication, le plus périlleux. Chimistes, ingénieurs, responsables de la mise sous vide et des résines, plus d'une quinzaine de personnes surveillent cette étape. Surveiller la descente de kata, j'ai fait sur les 2 bidons, j'ai mis des scotch avec des barres. J'ai marqué le départ, c'est D. De temps en temps, tu te refais un tracé pour... La moindre défaillance pourrait avoir de graves conséquences pour le plaisancier naviguant en haute mer. Une fois finies, les coques seront même passées au scanner avant d'être assemblées. Dans 1 heure, la coque sera finie. Il n'y aura alors plus qu'à la laisser sécher. Une partie de l'aménagement du bateau pourra enfin commencer. Il faut en général 4 mois pour fabriquer un catamaran. Dans cette coque, on vient poser toutes les cloisons d'aménagement qui viennent habiller le bateau dans sa grande structure. C'est comme si on posait les cabines, les chambres dans un appartement, puis après la salle de bain. Avant de venir fermer le bateau complètement avec son pont. L'opération est très technique. L'assemblage de pièces de plusieurs dizaines de mètres carrés chacune est réglé au millimètre près. Nous avons un savoir-faire qui est relativement développé et que n'ont pas nécessairement certains pays pour lesquels nous travaillons et à qui nous vendons des bateaux. Par exemple, la Chine qui commence à s'intéresser aux produits, mais à ce jour ne sait pas fabriquer des pièces telles que nous le savons les fabriquer chez nous. Tous les bateaux sont fabriqués à La Rochelle et dans l'usine voisine d'Aigrefeuille, où les 400 salariés de Fontaine-Pajot mettent à l'eau 120 bateaux par an. Percement des hublots, finition, pose des équipements électroménagers, boiserie, mise en place de l'accastillage. Les finitions sont celles de véritables résidences secondaires flottantes. Alors aujourd'hui, nos éléments de différenciation, c'est essentiellement le travail sur l'optimisation des volumes à l'intérieur et sur la rationalisation du poids et de ce qu'on peut offrir aux clients en termes de performance. Le nerf de la guerre, c'est l'investissement. C'est être capable d'investir même dans des moments où l'économie est un peu plus faible pour sortir des nouveaux modèles, sortir de l'innovation et aller de plus en plus loin pour vendre les bateaux. Ces grands catamarans vont naviguer dans les eaux turquoises des plus beaux lagons du monde. Avant de les acheminer par porte-container, il faut les faire sortir de l'atelier. Bon, on va se débrouiller, mais à la limite, il faut qu'on trouve une solution pour tout protéger, quoi. C'est pour le transport du bateau pour aller jusqu'à La Rochelle. Il y a des obstacles, les arbres, les branches. Donc en fait, vu la hauteur du bateau, ça vient taper dans les balcons, dans les antennes, dans le poste de bar. Bon, on va descendre. On va le lever. Bah, comme là, écoute, on va essayer. Apparemment, ça passe. Et... ça passe. Pour assurer son développement, Fontaine-Pajot a déniché de nouveaux clients aux Antilles, en Polynésie, à l'île Maurice ou aux Seychelles. Des agences de voyage, des charters qui louent le catamaran avec son équipage. Plus besoin d'être navigateur chevronné pour emmener sa famille dans les mers du Sud. Fontaine-Pajot a bénéficié d'un environnement favorable et dynamique grâce à la présence du groupe Beneteau. Leader mondial de la navigation de plaisance, le groupe Beneteau réalise à lui seul plus de la moitié du chiffre d'affaires et des emplois. À travers le monde, 100 000 plaisanciers sont propriétaires d'un Beneteau et le groupe affiche 6 marques différentes. À partir de son berceau historique de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, Beneteau a développé la production de bateaux en grande série distribués par un réseau mondial. Dans presque tous les ports de plaisance, le pavillon Beneteau signale la présence d'un service après-vente.
Ce matin, au siège du groupe, une dizaine de concessionnaires Beneteau venus du monde entier participent à une formation de 5 jours. Donc vous venez de Chine? Et vous d'où? D'Égypte. Vous aussi? Non, de Bulgarie. Ah bon, je le savais. Et vous? D'Israël. Objectif, apprendre à entretenir et vendre les bateaux Beneteau. Si on fait des erreurs, ou s'il y a des problèmes, on doit avoir une expertise. Partout où on vend nos bateaux, d'accord? Moi, je représente Beneteau en Espagne, dans une zone qui va de Barcelone à Saragosse, en passant par Castellón. L'intervenant a simulé pour nous une panne moteur. Et avec ces fiches, il faut qu'on arrive à identifier la panne pour pouvoir la réparer. Avec un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros et ses 6500 salariés, dont plus de 5000 dans l'Hexagone, le groupe Beneteau est un fleuron de l'industrie française. Depuis longtemps, le groupe a intégré un bureau d'études. Les bateaux sont d'abord modélisés grâce à des logiciels développés par l'entreprise. Plus besoin de fabriquer des maquettes qui servaient à vérifier la flottabilité et permettaient d'envisager l'aménagement intérieur. On a les parties système, donc salle de bain, là c'est un toilette. On a différentes cabines, donc toutes les cabines sont modélisées dans différentes versions. Grâce à toutes les avancées qu'on a pu faire avec nos systèmes numériques et nos systèmes informatiques, on donne la réponse avant d'avoir fait du copeau, avant d'avoir fait du physique. Et ça nous donne une force de frappe par rapport aux attentes du marché, aux attentes du commerce de chez nous et du marketing. Il y a une partie de rêve dans ce qu'on va produire et ce qu'on va mettre sur l'eau. Donc notre bateau, quand il est vu, il faut qu'il soit admiré, il faut qu'il soit considéré comme une réussite. C'est ça notre objectif. Et quand on y arrive, eh ben, on est heureux. Les plaisanciers peuvent ainsi découvrir leur bateau de façon virtuelle et acheter sur plan. Le bassin de test existe toujours, mais il ne sert plus qu'à repérer d'éventuelles erreurs de fabrication une fois le bateau fini. Comme Fontaine-Pajot, Beneteau s'est lui aussi mis au catamaran. Avec succès, 80% des bateaux vendus aujourd'hui dans le monde sont des catamarans. Beneteau, comme ses concurrents allemands ou italiens, vise une cible large, des consommateurs plaisanciers qui ne sont plus ce que l'on appelait pendant longtemps des voileux. Ce qui caractérise notre métier, c'est que le propriétaire d'un bateau, c'est un achat passion, c'est un achat mode de vie. On rapproche ça souvent de l'investissement dans une résidence secondaire. La résidence secondaire, vous n'y êtes pas tout le temps, mais vous y pensez toute l'année. Et vous savez que ça va être votre point de chute et que ça va être votre bonheur. Le bateau, c'est un peu la même chose. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de profiter de la puissance du groupe pour accéder à des prix économiques, à des systèmes industrialisés. Pourquoi? Pour rendre le rêve accessible. Donc c'est aussi la force du groupe, c'est de paraître sur un salon avec des marques différentes et des bateaux vraiment différents. Mais en amont, tout ce qui ne se voit pas, mais qui fait la richesse de cette entreprise, eh bien, il faut mettre les forces en commun. Les prix vont de 10 000 € pour un petit bateau de 5 mètres à 7 millions d'euros pour un très grand voilier. Chaque mois, 70 bateaux sortent des chantiers vendéens, dont la plupart mesurent plus de 20 mètres. Même si le modèle d'activité est largement industrialisé, l'intervention humaine est encore très présente sur les chaînes de fabrication. Donc Jean-Jacques, est-ce que tu as vu beaucoup de défauts là sur la cuisine ou elle est conforme? Et tu veux que je dise autre chose? Bah non, ça veut dire qu'à un moment, le contrôle sert aussi à ça, tout simplement. Donc, il a détecté, tu as relevé des défauts et il nous appartiendra de les réparer, voilà, tout simplement. Lorsqu'un bateau fonctionne très bien, est un gros succès commercial, on va en fabriquer 700 ou 800
et ce sur plusieurs années. Donc on est sur des solutions moins automatisées que l'automobile. Dans l'industrie automobile, on sait développer des joints de façon industrielle. Et après, il y a la dépose du joint. Ici, les joints sont une pompe de silicone et un geste, un savoir-faire qui est X fois répété dans la journée. Le déploiement des ouvriers sur l'ensemble des marques, la mutualisation des moyens de production sont autant de stratégies utilisées par Beneteau pour tenir son rang face à la concurrence internationale. On a développé une exigence qui nous permet encore aujourd'hui d'avoir l'essentiel de nos sites de production en France. Aussi parce que le coût de transport de nos bateaux permet encore de fabriquer des bateaux en Vendée et de les livrer en Chine, ou de fabriquer des bateaux en Vendée et de les livrer en Amérique du Nord, par exemple. On essaye de mettre en commun les forces, donc il y a des synergies entre les marques, afin que nos bateaux soient les plus économiques possibles et puissent lutter contre des concurrents américains ou de futurs concurrents chinois, par exemple. La journée de formation s'achève pour les concessionnaires Beneteau, avec des exercices de dématage et de rematage. Des gestes qu'ils doivent maîtriser. Les bateaux sont livrés en pièces détachées. J'apprends à régler la partie supérieure, enfin la partie centrale du profil de mât, de manière à ce qu'on ait le même cintre entre la partie basse, la partie médiane et la partie supérieure. Donc à équilibrer et à trouver une bonne tension pour avoir une géométrie de profil qui soit correspondante à la forme des voiles qu'on va avoir. Tu mets un tour de plus, moins de mort. Plus il va prendre de patara, plus ça va détendre les V2, D3, et à un moment, le mât il va tomber, il va se casser. L'histoire du groupe Beneteau remonte à la fin du XIXe siècle. Benjamin Beneteau, un architecte naval, construit des bateaux de pêche à voile. Rapidement, il ajoute des moteurs permettant aux marins d'arriver plus vite au crier afin de vendre leurs poissons. À la fin des années 50, la petite fille de Benjamin Beneteau, Annette Roux, fait prendre un tournant décisif à l'entreprise familiale. Alors que la pêche décline, elle lance le concept de pêche-promenade, de petits bateaux à voile et à moteur destinés aux professionnels et aux amateurs. Les matériaux, eux aussi, évoluent. Le polyester remplace le bois et des voiliers de plus en plus sophistiqués partent à l'assaut des océans en quête d'aventure. En 1964, Éric Tabarly devient le premier Français à gagner une transatlantique en solitaire. Son exploit fait des émules. Comment ça s'est passé en tout, la traversée? En bonne dans l'ensemble, mais meilleure je crois que ce qu'on peut s'attendre normalement. Désormais, les marins ont besoin de bateaux de plus en plus performants. Les chantiers navals se développent, les Français se mettent à naviguer et le nombre de ports de plaisance explose. Mais dans les années 90, le ciel s'assombrit pour les constructeurs français. Suite à la première guerre du Golfe, l'entreprise Jeannot, principal concurrent de Beneteau, perd presque tout son marché américain. C'est le dépôt de bilan. Basé aux Herbiers à quelques kilomètres de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Jeannot emploie alors 650 ouvriers. C'était devenu vraiment agaçant, cette confrontation entre les entreprises, surtout dans une époque où les marchés sont mondiaux, où la concurrence est mondiale. Et quelque part, c'était du gaspillage. Si ils appliquent bien le plan prévu, que chaque constructeur garde son identité, ses bateaux, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas travailler avec eux. Jeannot est sauvé en étant repris par Beneteau qui continue à se développer. Le groupe rachète CNB, un constructeur bordelais, puis crée de nouvelles marques comme Prestige, Lagoon ou encore Monte Carlo Yacht. Coup d'arrêt en 2008 avec la crise financière qui fait passer Beneteau près de la catastrophe. Ça a été extrêmement brutal parce qu'en quelques mois, on a perdu 50% de notre chiffre d'affaires. Le pari qui a été pris par l'entreprise, ça a été non pas de pratiquer une politique malthusienne, faite d'économies, de réduction des investissements, mais de se dire, puisque les marchés s'étaient divisés par deux, il fallait qu'on s'attaque à un périmètre plus large sur les marchés, et on a essayé de doubler notre périmètre. Pour retrouver son niveau d'avant la crise, Beneteau joue la carte de la diversification. D'abord avec les bateaux à moteur très prisés aux États-Unis, un marché immense. Puis le groupe glisse vers la fabrication de mobil-homes. Entre un intérieur de bateau et un intérieur de mobil-home, les différences ne sont pas si grandes.
Beneteau utilise les mêmes chaînes de fabrication pour construire monocoques, multicoques ou habitations en bois. Il développe sa marque O'Hara, qui, comme son nom ne l'indique pas, est bien française. Les lignes Boston et Key West vont séduire les familles qui passent leurs vacances en camping partout en Europe. Grâce à cette diversification, Beneteau est de nouveau à flot. Dans son sillage, c'est toute l'industrie nautique qui prospère. Mais la construction de bateaux ne représente que 26% de l'activité de la filière qui, sur le littoral atlantique, compte aussi la réparation, la motorisation, l'entretien des ports, la location et l'équipement. Sur le littoral atlantique, des milliers d'entreprises fabriquent des pièces détachées, de l'accastillage ou des voiles. Ainsi, à La Rochelle, la voilerie Incidence est devenue le numéro 2 mondial derrière l'américain North Sails. Incidence a commencé dans les années 80 par concevoir des voiles pour de petits chantiers navals. 30 ans plus tard, l'entreprise emploie 120 personnes. Son savoir-faire est reconnu dans tous les milieux nautiques français et étrangers. Je sais pas quoi, on a échangé. La difficulté pour construire une voile, d'abord il faut se dire qu'à chaque fois on se dit qu'on va faire la prochaine avec quelques petites innovations. On essaye de toujours refaire un peu mieux celle d'après. En fait on a toujours l'envie de continuer d'avoir la prochaine. Et après sur les très grosses voiles, comme on peut voir ici, là par exemple on a une voile qui fait 300 mètres carrés environ. Il y a un moment où il faut faire un petit peu attention dans l'assemblage du pôle si vous voulez. Ne pas oublier une petite pièce en plein milieu qui va nécessiter il faut faire très attention au moment du montage. Les tissus traditionnels ont laissé place au Kevlar, à la fibre de carbone, au nylon, au plastique, spectra ou toiron. Ici, on parle membrane ou laminé pour évoquer les voiles qui passent toujours entre les mains des couturières sur l'établi géant. Ça, c'est un génois, ça. C'est un génois et là, tout à l'heure, j'ai galonné la bordure. Et là, je suis en train de galonner, faire la finition d'un des côtés de la voile. C'est une voile triangulaire, évidemment. Et là, je suis en train de faire une des deux parties de la hauteur. L'innovation est au cœur du métier et la course ne s'arrête jamais. Sur le côté, voilà, c'est bien flush, ça va le faire. Aujourd'hui, on a pris un petit peu de retard techniquement sur les choix de matériaux. Et ce retard, j'espère qu'on a l'air d'être en bonne voie de le rattraper en tout cas. Les grandes étapes de la construction d'une voile, c'est déjà définir le programme de navigation. Est-ce qu'on veut faire de la course, de la croisière, après définir un produit, le dessin, la prise de cote sur le bateau éventuellement, le dessin, le choix du matériau qui est multiple, et puis après, la fabrication, tracé, fabrication machine et finition. Des voiles de plus en plus résistantes, capables de faire aller les bateaux toujours plus vite, s'adapter aux demandes des fabricants pour accompagner la mise à l'eau de nouveaux modèles, l'entreprise Incidence cherche en permanence les courants favorables pour continuer à se développer. Ici, comme ailleurs, l'avenir passe par la formation. Cœur battant de la filière nautique, La Rochelle possède également le seul lycée maritime de France qui forme au métier de la plaisance. Montons sur notre Poitou-Charentes. Ici, 200 élèves apprennent à piloter des bateaux, à réparer des moteurs ou à lire des cartes maritimes, avec pour horizon le brevet de skipper qui leur permettra de transporter des plaisanciers à bord de grandes embarcations. La plupart des cours ont lieu en mer. Aujourd'hui, exercice pratique, le repêchage d'un homme à la mer. C'est un homme tombe à la mer, on est sur un bateau moteur, c'est directement point mort et un coup de barre vers le bonhomme. Si tu as un gars qui tombe à l'eau, c'est toi qui vas le gaffer, quoi. Donc justement, ça te permet de bien t'arrêter parce que sinon, quand c'est quelqu'un qui gaffe, des fois il l'attrape au vol, on est arrêté. Là, ça nécessite que tu sois bien arrêté, bien débrayé, on te met la gaffe à côté et c'est toi qui le gaffe et qui le remonte à bord. L'examen est simple. Il faut savoir le remonter dans les meilleurs délais pour pouvoir continuer à naviguer. Un homme à la mer, à tribord! De la mer du Nord à la Méditerranée, de la Manche à l'Atlantique, les 180 ports de plaisance français espèrent s'appuyer encore longtemps
sur le nautisme Made in France.